Retour ici à Lansdowne Road, à Dublin, à moins de 10 minutes maintenant du coup d'envoi de ce premier match du tournoi des Nations. Alors les Irlandais nous ont promis un enfer de feu et de soufre, mais pour l'instant, Pierre Alva Adejo, c'est plutôt glacial ce qui tombe. C'est plutôt glacial, et puis la pluie qui n'était pas annoncée est présente. Il y a aussi du vent. Il y a donc des circonstances qui ne sont pas très favorables pour voir du grand jeu. Mais n'ayez crainte, les Français sont des gens assez adroits pour nous montrer qu'ils savent manier le ballon tout de même. En attendant, je vous propose de voir la composition de l'équipe de France qui va donc affronter cette équipe d'Irlande cet après-midi sur cette pelouse donc de Lansdowne Road où le 15 de France n'a pas perdu depuis 83 avec en pilier gauche Christian Califano, talonneur Marc Dalmazo et pilier droit Franck Tourner. La deuxième ligne est composée de Olivier Merle et de Hugues Miorin, tandis que la troisième ligne de l'équipe de France est composée d'Abdelatif Benazi, le capitaine qui joue flanqueur, de Philippe Benetton, l'autre flanqueur, et de Fabien Pelouse qui retrouve son poste de numéro 8. Retour de Fabien Galtier à la mêlée, associé à Alain Penaud à l'ouverture. Dans la ligne de trois quarts, David Venditti de Bourgoin-Jallieu, Thomas Castagnel qui sera le buteur à la place de Richard Dourte, associé à Stéphane Glag et Emile Ntamak qui joue ailier évidemment, Jean-Luc Sadourny opérant au poste d'arrière. Si je dis que Venditti était de Bourgoin-Jallieu, il joue à Brive, tandis que Stéphane Glag porte cette année encore les couleurs de Bourgoin-Jallieu. Voilà pour cette petite précision. Nous allons voir donc maintenant la composition de l'équipe d'Irlande, adversaire de l'équipe de France pour ce premier match du tournoi, avec évidemment en pilier gauche un ancien Popplewell, le capitaine, le talonneur Keith Wood, et l'autre pilier, Paul Wallace. Deuxième ligne, Paddy Jones, associé à Jeremy Davidson. La troisième ligne est composée de David Corkery, de William McBride et d'un tout petit jeune qui promet beaucoup, Eric Miller de Leicester. Niall Hogan est le demi de mêlée, c'est son retour aujourd'hui, associé à un autre revenant, Eric Elwood, qui sera le buteur de l'équipe d'Irlande, tandis que la ligne de trois quarts est composée de Crotty, Field, Bell, Topping, dont on dit le plus grand bien, le poste d'arrière étant confié à Connor O'Shea. Les voilà les Verts. Ils sont sur cette pelouse de Lansdowne Road où il y a quelques semaines, ils ont été humiliés par une équipe d'Italie. Le moment est peut-être venu effectivement de rappeler le parcours chaotique de ces Irlandais depuis le début de la saison internationale. C'est d'abord une défaite et une sévère défaite face au Samoa occidental. Ensuite, c'est une défaite après une brillante prestation devant l'Australie. Et enfin, c'est l'humiliante défaite devant l'équipe d'Italie qui a provoqué d'ailleurs un changement d'entraîneur puisque Murray Kidd, qui était l'entraîneur néo-zélandais de cette sélection irlandaise, vient d'être remplacé par Brian Ashton, l'ancien entraîneur de Bath. Brian Ashton, un entraîneur anglais pour une équipe d'Irlande, bah là, on n'avait jamais vu ça. Eh bien, normalement, c'est fait, c'est vu. Et souhaitons que ce soit un bon investissement pour l'équipe d'Irlande. Et elle en a besoin, cette équipe d'Irlande. Elle est un petit peu convalescente, mais n'ayez crainte. C'est le tournoi, c'est des matchs tout à fait particuliers. Et ils sont là sur leur pelouse. Alors, attendons-nous à une attaque de match, une entame de match sérieuse. Il ne faut surtout pas mésestimer le pack irlandais puisque sur les 8 joueurs de ce pack, 7 d'entre eux portent les couleurs des clubs professionnels anglais. Je crois distinguer, voilà c'est fait, c'est Mary Robinson, présidente de la République d'Irlande, qui va se faire présenter les 30 joueurs sélectionnés pour ce premier match du tournoi. Avec l'hymne de la République irlandaise. Ça descend. C'est curieux le tournoi, hein. C'est vraiment curieux parce que l'équipe d'Irlande a été humiliée par l'Italie. C'est vrai que même les supporters, ils ne croient plus aux chances de cette équipe d'Irlande si on les écoute comme ça dans les taxis. Et le stade de Lansdowne Road est plein, Pierre Alva Adejo, plein à craquer. Et oui, c'est bien là que l'on voit l'impact qu'a le tournoi des 5 nations. C'est quand même un impact extraordinaire. Il n'y a pas un billet pour pouvoir rentrer dans ce diable de stade.
Pendant que Mary Robinson se fait présenter les Français puis les Irlandais, Laurent Belay doit être avec Joe Mazot. Eh bien, bonne réponse. Je suis avec Joe Mazot. Joe Bala parlait tout à l'heure de la pluie, du vent, des conditions de jeu. Alors pour ce fameux jeu qu'on va mettre en place, ennuyeux ou pas? Écoutez, les conditions climatiques font partie d'un match de rugby. À nous adapter, bien sûr que nous sommes venus ici pour gagner d'abord, mais également pour y mettre la manière. Bien sûr que si il se mettait à pleuvoir, pour l'instant c'est bon, il ne pleut pas. Se mettre à pleuvoir, c'est très délicat. Oui. Mais est-ce que l'équipe de France est capable de produire suffisamment de volume de jeu pour ne pas être ennuyé par les Irlandais? Écoutez, c'est le message qu'ont essayé de faire passer Jean-Claude Scrella et Pierre Villepreux. Je pense que on a bien travaillé durant toute la semaine. Les joueurs sont prêts mentalement et physiquement. Le tournoi reste une fête, à nous, à ce que la fête soit belle. Oui, en tous les cas, Pierre, ce sont les Irlandais qui ont gagné le toss et ils ont choisi de donner le coup d'envoi. Et je vais demander un commentaire à Pierre Albin Adejo. Le credo du nouvel entraîneur de l'équipe d'Irlande, en l'occurrence l'anglais Brian Ashton, c'est de dire la défense, c'est 50% d'une victoire. Voilà qui pose le problème du match cet après-midi. C'est pas une très grande révélation qu'il a pu faire, car on sait que la moitié du temps à peu près, eh bien, il y a une équipe qui porte le ballon et une équipe qui est appelée à défendre. Alors quand il dit qu'il y a 50% du match qui dépend de la défense, bien évidemment, il a raison. Mais il y a différentes défenses. Il y a la défense agressive quand on va chercher l'adversaire et la défense passive lorsqu'on la laisse venir. Alors quand il parle, lui, de défense, ça veut dire qu'elle sera agressive et qu'ils essaieront de venir nous prendre chez nous. Et c'est une nuance très importante. En tout cas, la fédération irlandaise a refusé la proposition d'une société privée qui voulait offrir une prime de 16 000 francs par joueur en cas de victoire. La fédération irlandaise n'a pas voulu tomber dans ce travers, estimant que la valeur du maillot, ce fameux maillot vert, ce fameux Fighting Spirit est suffisant, doit être suffisante en tout cas, pour motiver les Irlandais face à la France, et ça on peut leur faire confiance, Ballard. Ah là, faisons leur confiance. Vous allez voir sûrement une entame de match éclair. Ils ont été motivés pour cela. Et on sait que les 10 premières minutes d'un match de rugby, psychologiquement, pèsent toujours et qu'il faut là régler, je ne dirais pas des problèmes, parce qu'il n'y a pas de problème entre les Irlandais et les Français, mais il y a quand même une affaire de suprématie et c'est une affaire d'homme. Après tout, le rugby est un combat. Et bien le combat, il sera déclaré, il faudra l'honorer, ça fait partie du jeu. Eh bien, vous venez d'assister, d'être témoin d'une grande première ici sur France 2. Pour la première fois depuis très très longtemps sur le terrain de Lansdowne Road, on vient de jouer l'hymne national de l'équipe en visite en Irlande. Alors que maintenant, on joue évidemment l'hymne national de la République d'Irlande, ça me semble. Pourquoi ne jouait-on pas l'hymne national français? Parce qu'il aurait fallu jouer normalement deux hymnes en l'honneur de la sélection irlandaise, l'hymne de la République d'Irlande que vous venez d'entendre et le God Save the Queen en l'honneur des joueurs de la sélection irlandaise ressortissants de la province de l'Ulster qui dépend évidemment du Royaume-Uni.
Mais il se trouve que le protocole a été chamboulé et qu'arbitrairement la fédération irlandaise vient donc de décider de jouer maintenant en l'honneur de l'équipe visiteuse son hymne national et vient de décider arbitrairement qu'en l'honneur de l'équipe qui reçoit sur le terrain de la République, on jouera Soldiers Song. Vous voyez, si on est passé de l'amateurisme au professionnalisme, même dans le protocole, il y a de la révolution culturelle dans l'air et vous venez d'en être témoin. C'est donc la première grande nouvelle de ce match Irlande-France, en vous rappelant que ce match est arbitré par un Sud-Africain. Il s'agit de André Watson, qui est assisté à la touche de Tappé Henning et de Karl Spanenberg, deux autres Sud-Africains. Là aussi, grande première. Karl Spanenberg est un juge de touche de couleur. C'est la première fois qu'un juge de touche de couleur d'origine sud-africaine est retenu pour diriger une rencontre du tournoi des 5 nations. Voici M. Watson, qui donc s'apprête à donner le coup d'envoi. Et premier ballon... 16h à Dublin, coup d'envoi du tournoi pour les Français mais aussi pour les Irlandais. Sur 2 remises en jeu similaires, les Verts nous poussent à la faute. Question rituelle, pourquoi? Tout d'abord, 2 ramois très bien tapés, c'est-à-dire des ballons qui montent très haut, qui laissent le temps matériel à l'attaque d'être sous le ballon en même temps que nous, sinon avant nous. Ça fait que, bon, petit manque d'organisation peut-être à notre niveau, mais aussi grosse pression de l'adversaire. Ils avancent tout le temps, donc à la sortie, ça se solde par une faute de notre côté et une pénalité. Des pénalités transformées par l'ouvreur Elwood, qui inscrit d'ailleurs tous les points de son équipe. L'Irlande a bon pied bon oeil, mais les Français reprennent la main. 4 essais au total, le premier après 5 minutes de jeu. Allons-nous marquer l'essai? À 1 mètre de la ligne. Toujours maître de ballon. Les Français toujours maître de ballon. En fin de première période, Venditti aplati. Une deuxième fois dans le camp irlandais, la France mène 12-9. On domine enfin et c'est là qu'on se déconcentre. Ça demande des explications. C'est un peu notre défaut. J'espère que la victoire aujourd'hui nous donnera un peu de confiance pour pouvoir enchaîner 80 minutes. On continue. C'est vrai que dès qu'on passe devant le score, on a un petit relâchement. Mais tout ça, on va le revoir tranquillement pour pouvoir préparer le futur. La France se relâche dans la tête, l'Irlande, elle, ne baisse pas le pied et mène même 15-12. On est alors à l'heure de jeu, l'heure de vérité. Le pack bleu offre à Venditti le 3e essai. C'est aussi l'heure des changements. Richard Castel remplace Hugues Niorin. Tactique, vous avez dit tactique? On fait rentrer un 3e lignel, on fait monter un 3e ligne, seconde ligne. Et à partir de là, bon, on a vu que Richard qui est rentré a énormément apporté à l'équipe. Donc simplement pour amener un peu plus de dynamisme. Le pack revit, le ballon aussi, Merle, puis Tournaire et Castel justement. C'est la marche en avant pour créer un point de fixation. De quel côté jouer? Grand ou petit? Le demi de mêlée à l'embarras du choix. Sur le bord de touche, bon, il y avait Titou la maison. Et, il m'appelle, il me dit petit carbo. Et bon, mais je fais. Je vois que le demi de mêlée, je donne la passe à Jean-Luc. Et puis après, Jean-Luc joue bien avec David Venditti intérieur. Bon, et on marque derrière, bon, mais c'est bien. 3 essais pour Venditti, 4 pour la France, c'est effectivement très bien. Ce qui l'est moins, c'est le carton physique pour l'instant que Wood donne à Olivier Merle. Que s'est-il réellement passé? On veut savoir. Je piste un gars qui prend à peu près plus de 10 mètres d'élan. Je le vois arriver en planche au niveau du genou, sur lequel je venais de prendre un pet. C'est vrai que j'aurais dû me laisser emporter. C'est lui qui aurait chargé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est la vie, hein? On est des hommes avant tout, hein? Voilà. Et voilà. Un petit jaune pour Merle et un autre pour Fabien Pelouse qui aurait piétiné la tête d'un adversaire. Erreur d'arbitrage. Fabien Pelouse l'assure à Laurent Belay, il n'a pas marché sur un joueur vert. En revanche, en début de seconde période, Franck Tournaire, lui, est bien coupable ici d'une agression sur un joueur irlandais. L'arbitre ne sanctionne pas ce coup de pied au sol sur Clark. Question, pourquoi la fédération irlandaise a-t-elle demandé après match à la France de sanctionner son pilier? Cette question, Pierre, c'est à vous maintenant d'y répondre.